Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue à cette rétrospective de la semaine. Nous allons parler des questions d'actualité. D'abord, Ouvera. Baraka où il y a quand même panique et une psychose après une forte présence des forces armées de la République démocratique du Congo et Ouazalendo qui ont fui le front d'Ouvira. Nous allons parler de ces questions. Après la chute d'Ouvira, à Kinshasa, ça bouge. Des réunions s'organisent pour reprendre Ouvira. Nous allons parler de ces questions. D'ailleurs, Willy Michiki en parlait. Nous allons revenir sur toutes ces questions. Messieurs, dames, bienvenue à Jospin Angui avec moi sur ces plateaux. Bonjour Jospin. Bonjour Blaise, merci beaucoup de nous recevoir et bonjour à ceux qui nous suivent de partout à travers le monde. Une bonne semaine pour vous? Bah, pas assez parce que d'abord, depuis le week-end dernier, on vivait sous le choc des affrontements dans la plaine de la Ruzizi. On recevait les nouvelles de nos familles qui sont là-bas. Mais après la chute d'Ouvira, il y a d'autres populations qui ont traversé vers le Burundi, d'autres qui sont allés jusqu'à à Makobola. On espère que la semaine qui va commencer sera un peu apaisée parce que les tensions étaient au zénith, peut-être avec l'atténuation de la situation à présent, avec la présence de la F-123 à Ouvira, le temps que les déplacés peut-être retournent dans leur foyer. Mais quand même, on espère que la situation va évoluer positivement. Très bien. On commence à Baraka où il y a eu psychose, une tension, à la suite d'une forte présence des FARDC et des Ouazalendo qui ont fui dans la zone. Oui, Barara devient une base arrière, non seulement militaire, mais aussi administrative, parce que déjà, il y a un communiqué du gouvernement provincial du Sud Kivu, sous le régime de Kinshasa, qui a été signé depuis Baraka. C'est-à-dire qu'après le repli à Ouvira, c'est maintenant Baraka qui va faire tout l'objet de chef-lieu provisoire du Sud Kivu, même si c'est pas vraiment significatif en termes de territoire sous contrôle de Kinshasa, et c'est pas encore officiel. Mais au moins quelques officiers repliés d'Ouvira se retrouvent à Baraka, et cette force présence militaire a causé une panique au sein de la population, mais quand même il n'y a pas eu des tirs d'armes ou de morts d'hommes. C'était normal, c'est naturel qu'il y ait de peur face à la présence de plusieurs troupes des Ouazalendo, parce qu'il faut le dire, c'est pas une seule troupe. À Ovira, on pouvait compter même 100 groupes Ouazalendo venus de Goma, de Bukavu, de Calais, un peu partout sur Ovira qui était devenu l'état-major général des Ouazalendo. Et aujourd'hui, avec ce repli, certains vers Makobola, d'autres vers Baraka pour se réorganiser. C'était naturel et normal qu'il y ait panique, mais heureusement, il n'y a pas eu d'affrontement. On espère que les Ouazalendo vont s'entendre là-bas parce qu'à Ouvira, il y avait déjà beaucoup de heurts, d'accrochages entre certaines factions Ouazalendo ou encore entre des troupes Ouazalendo des FARDC. On espère que là où ils sont, ils ne vont pas inquiéter la population par des affrontements internes. On parle du front d'Ouvira où hier, Paul Kagame a fait une sortie médiatique, parlant de 20 000 militaires burundais. Il y avait une forte présence des militaires de part et d'autre. Et qu'est-ce qui expliquerait cette chute d'Ouvira? On sait que il y avait autant des FARDC, des Mm. Ouazalendo, de mercenaires, 20 000 militaires burundais. Est-ce que Mais on peut croire à ces chiffres? c'est une révélation fracassante. Moi, j'ai été vraiment étonné d'apprendre qu'il y avait autant de militaires bondés sur le sol congolais. Kagame s'est expliqué, selon lui, il avait appelé Evariste Ndayishimiye à la chute de Goma Mhm. pour lui poser la question de savoir s'il gardait encore ses militaires au nord Kivu, pour quelles raisons, alors qu'il disait qu'il gardait ses troupes au sud Kivu parce qu'il avait des menaces sur son territoire venant d'Ouvira, des Minembwe, de Haut-Plateau, parce qu'il y a quand même des rebelles burundais sur le sol congolais. Et Mhm. selon Kagame, il était incompréhensible qu'il garde des militaires au nord. Et cela a été dit peut-être à la force de l'EAC, mais la force de l'EAC était déjà partie. Kagame a posé l'action à Ndayishimiye: est-ce que le Burundi fait déjà partie de la SADC? Ndayishimiye a dit non. Est-ce que vous gardez ces troupes pour des raisons d'amitié et vous êtes prêt à soutenir toutes les actions de Kinshasa? Selon Kagame, Ndayishimiye avait nié les faits, mais lui-même a obtenu des preuves, et des militaires burundais ont été capturés au front à Ouvira à la suite de la ville. Mhm. Pour Kagame, ce sont des preuves suffisantes que le Burundi fait partie intégrante du conflit. Et selon Kagame, ces 20 000 militaires burundais sont répartis dans plusieurs entités, à Ouvira,
dans les Chabunda, Mwenga, jusqu'à Kalemi, Mhm. et d'autres même à Kindu et Kisangani. Ils sont tellement nombreux, mais la question que nous nous posons, c'est cet intérêt aujourd'hui pour les deux pays voisins à la RDC, le Burundi et le Rwanda. On sent que depuis un moment, il y a beaucoup de déclarations choc. Il y a aussi Ndayishimiye qui répond en disant que la communauté internationale était restée passive face à la crise dans l'est de la RDC. On sent que depuis un moment, Tshisekedi est silencieux, mais c'est Kagame et Ndayishimiye qui se disputent pour une cause congolaise. Kagame parle des populations qui étaient abandonnées, personne n'est intervenu. À Minembwe, au sud Kivu. Est-ce que vous savez qu'à Minembwe, il y a un blocus Mais humanitaire beaucoup, depuis beaucoup de plusieurs mois? Congolais se posent la question de savoir Mhm. pourquoi c'est Kagame qui le dit, pourquoi c'est Kagame qui le dénonce. Les opposants congolais deviennent silencieux. Mhm. On Les sent qu'il autorités n'y a plus congolaises, d'opposition en on RDC. semble qu'il y a une situation de non-État. Mhm. Et peut-être les pays voisins commencent à venir intervenir pour ne pas être accusés de non-assistance Aux personnes en danger. aux populations, aux civils, aux populations abandonnées, aux populations en danger. C'est mon interprétation parce que je ne comprends pas. Est-ce que c'est une situation de non-État pour que Ndayishimiye cherche à protéger une partie des Congolais et Kagame une autre partie des Congolais? On ne sait plus comment. Peut-être c'est une situation de non-État et certains pays voisins se posent l'action de savoir si on va assister à une population qui est en train d'être abandonnée à son triste sort. Mhm. Alors que nous sommes des pays voisins, le conflit peut facilement toucher leur territoire. Mhm. C'est peut-être ça l'enjeu aussi sous-régional. Un conflit qui touche le voisin que peut-être vous pouvez négliger peut, dans un laps d'état, toucher votre territoire. C'est comme aujourd'hui, le conflit d'Uvira touche directement le Burundi Mhm. par ces milliers de déplacés. Selon OCHA, pour seulement ces conflits d'Uvira, il y a au moins 200 000 autres Congolais Sans assistance qui se sont jusque-là, parce que ajoutés. la frontière a été, la frontière est fermée jusqu'aujourd'hui. Mhm. Et l'on ne sait pas dire pourquoi, mais cette crise humanitaire, est-ce que ça ne va pas s'aggraver? Bon, il n'y aura pas de crise humanitaire au Burundi parce qu'au moins, c'est un pays qui va avoir accès à l'aide humanitaire par l'aéroport de Bujumbura. Le gouvernement congolais va envoyer des délégations humanitaires. Les organisations internationales également, des Nations Unies, vont envoyer des aides humanitaires. C'est peut-être la situation des déplacés internes qui est un peu délicate. Ceux qui ont quitté Uvira pour l'intérieur du territoire de Fizi, par exemple, après Makobola, Mboko et dans tous ces villages-là. C'est peut-être pour ceux-là qu'on peut beaucoup plus s'inquiéter. On ne sait pas parce qu'il n'y a pas couloir humanitaire ouvert à Goma. Via l'aéroport de Goma, on ne sait pas. Et comme Kavimvira est fermé, les populations qui ont pris la direction des barrages n'auront pas accès à l'aide humanitaire qui va venir depuis Bujumbura parce que Kavimvira est fermé. C'est pour cela que je m'inquiète beaucoup. Ceux qui sont à Minembwe aussi, parce qu'il n'y a pas couloir humanitaire. D'ailleurs, eux viennent de faire plus de 8 mois. Oui, et jusque-là, F-123 n'a pas réussi avec ses alliés du Guanéo à éliminer la menace dans les hauts plateaux. Il y avait toujours des combats dans les hauts plateaux. Peut-être avec cette foncée vers Uvira, certains devront peut-être se désengager dans les hauts plateaux parce que la pression va être très grande et avec ce renfort. Mais jusque-là, l'F-123 n'avait pas encore arrivé à contenir la menace dans les hauts plateaux. C'est récemment que nous avons parlé des populations civiles qui ont été prises en otage. On ne sait pas encore leur sort jusqu'à présent par des Wazalendo, c'était des Banyamulenge. On ne sait pas s'ils ont été exécutés, tués, décapités ou sont toujours enlevés, détenus. On ne sait pas leur situation, mais comme je le disais tantôt, la situation devient de plus en plus grave et il y a urgence que l'Union africaine puisse convoquer les 3 présidents congolais, rwandais et burundais pour discuter d'abord de l'ouverture d'un couloir humanitaire pour pouvoir permettre aux Congolais qui sont au Burundi, aux Congolais qui sont restés dans le territoire de Fizi, dans le Minembwe, d'accéder à l'aide humanitaire. Ceux qui sont au Rwanda aussi, il ne faut pas oublier leur prise en charge. Ceux qui ont passé par Bugarama en quittant Kamanyola, ils sont aussi comptés par des milliers. Donc au Rwanda aujourd'hui, il y a des réfugiés congolais. Au Burundi, il y a des réfugiés congolais. En Tanzanie aussi, un petit nombre. Mais au Rwanda et au Burundi, ils sont tellement nombreux qu'il faut qu'il y ait une coordination humanitaire sous-régionale pour que ces citoyens-là puissent
avoir accès à l'aide humanitaire, mais aussi pour des raisons sécuritaires, traiter cette question, parce que ça commence à toucher la sous-région. Aujourd'hui, Kagame ne peut plus s'empêcher de parler de la situation en RDC. Ndayishimiye ne peut plus, c'est à sa porte, et il est impliqué directement et il est affecté par les déplacés qui sont là-bas, par toutes les accusations qui pèsent sur lui. Ndayishimiye aujourd'hui, par la présence aussi de ses militaires, quand on parle de 20 000, c'est beaucoup. Les experts de l'ONU ont parlé de 7 000 militaires rwandais qui seraient sur le sol congolais. Et la question que beaucoup de Congolais se sont posées en entendant la révélation de Kagame, ils veulent savoir comment 7 000 militaires, si c'est vrai, peuvent défaire plus de 20 000. D'abord, c'était ça la théorie du rapport de l'ONU. C'est ça la théorie. Il y a 7 000 militaires du Rwanda qui sont sur le sol face à 20 000 militaires du Burundi. Parce que le soutien du Rwanda à l'F-123 n'a jamais été officialisé. Kagame ou Kigali n'a jamais déclaré ouvertement qu'il soutenait la F-123. C'est-à-dire que s'il y aurait des présences de troupes rwandaises sur le Congolais, c'est une présence officieuse. C'est un soutien jusque-là présumé. Parce que nous parlons comme des scientifiques. Est-ce que 20 000 sont incapables de... C'est un soutien présumé. Par contre, Blaise, le soutien du Burundi ou de la FDNB au FARDC est explicite. Gitega s'est déjà assumé pleinement en disant qu'il ne retirera pas ses militaires du sol congolais. C'est un partenariat bilatéral. Ce n'est ni de la part de la SADC ou de l'EAC, c'est bilatéral. Kinshasa, Gitega, donc RDC, Burundi. Et Kagame a parlé de 20 000, peut-être c'est moins ou plus que ça. On ne sait pas nier. C'est Félou, comme c'est un chef d'État, il a des services de renseignement, il peut avoir des chiffres concordants. Mais la question qu'on se pose est de savoir pourquoi les deux armées combinées, FDNB, FRDC, Wazalendo, les mercenaires, n'ont pas arrivé à sécuriser la population dans toutes les zones où il y avait des combats, il y a eu des violences, des violences ou de droits humains, des violations de droits humains, plusieurs violences sur des civils. La question est de savoir pourquoi le gouvernement congolais n'arrive pas à sécuriser sa population, pour que cette population aujourd'hui puisse être à la merci des pays voisins comme le Rwanda et le Burundi. Et il y a urgence de refaire l'appareil sécuritaire congolais, de refaire l'appareil judiciaire ou juridique congolais, de refaire le système de gouvernance congolais, parce que tout est par terre aujourd'hui. Rien ne marche en République démocratique du Congo. C'est pourquoi j'insiste sur l'idée d'abord, avant de chuter à l'interne, à l'externe d'abord, il faudrait que l'Union africaine puisse intervenir. On parle toujours de la communauté internationale, mais cette communauté nationale-là n'apporte pas des solutions pragmatiques. Aujourd'hui, Trump est l'ombre de lui-même. On ne sait pas mesurer même l'impact de son accord signé le 4 de ce mois. Donc, il y a urgence que les trois présidents, peut-être dans le cadre de la CIRGL, puissent se mettre ensemble pour tirer les choses au clair. Par exemple, ces différends-là qu'il y a aujourd'hui, ces conflits d'intérêts entre Kagame et Ndayishimiye doit être élagué, doit être mis au clair. Pourquoi il y a conflit? Si la zone d'influence du Rwanda, c'est au nord Kivu, il ne faudrait pas que le Burundi vienne pour créer un conflit régional. Si la zone d'influence du Burundi, c'est au sud Kivu, notamment Minembwe ou Vira dans la plaine, il ne faudrait pas qu'il y ait ingérence entre les deux parties. Et surtout, il faut que Kinshasa ne puisse pas assister de loin des interventions militaires d'un État ou des États sur son propre territoire. Ça ne se comprend pas. Pourquoi on parle de 20 000 de ce côté, on parle de 7 000, mais Kinshasa n'a pas de chiffres. Kinshasa ne sait pas exactement combien de militaires burundais sont sur le sol congolais. Combien de Wazalendo identifiés dans la zone? Son partenaire armé dans un partenariat bilatéral. Mais on parle de 20 000. Kinshasa ne sait pas nous dire aujourd'hui, non, ce n'est pas 20 000, c'est plutôt 5 000. Non, ce n'est pas 20 000, c'est plutôt 2 000 ou 40 000. Kinshasa ne sait même pas contrôler. Alors, face à tout ça, les mouvements des militaires nous attendions aussi des résultats et des fruits du côté d'Oa, où l'M23 parle avec le gouvernement. Est-ce que dans ces climats, Doha va continuer? Même si l'M23 a annoncé qu'ils vont se rendre à Doha, est-ce que Doha va continuer? Les choses commencent à s'empirer pour le régime de Félix Tshisekedi. Je le disais sur ce plateau, il fallait accélérer Doha bien avant. Quand
le rapport de force jouait encore un tout petit peu à la faveur de Kinshasa. Mais aujourd'hui, le rapport de force joue en défaveur de Kinshasa. Moi, je me dis, Kinshasa va encore poser quelles conditions à la table de négociation. Il y a un moment où le M23 demandait la libération des prisonniers. Il y a un moment où Kinshasa demandait la réouverture de l'aéroport de Goma. Mais aujourd'hui, au nom de quoi la F-123 va céder à une demande de Kinshasa sur la table de négociation? On ne sait plus. Et plus la F-123 avance, plus Kinshasa n'aura plus des poids sur cette table de négociation. Donc, à un moment donné, Kinshasa va fléchir. Donc, il est temps pour Kinshasa de comprendre que les temps ne jouent pas en sa faveur. Si on retarde encore d'1 mois ou de 2 mois, le processus de Doha, la F-123 peut-être aura étendu son territoire et sera en position dissuasive avancée et le rapport de force jouera toujours en sa faveur. Et aujourd'hui, certains opposants même commencent à dire qu'ils n'ont plus besoin de dialoguer avec Félix Tshisekedi. Parce qu'ils se posent l'action de se dire de quoi on va parler aujourd'hui. Déjà qu'il est en position de faiblesse. Il est en position de faiblesse. Certains opposants se disent mais on va peut-être dialoguer sans lui. Parce qu'ils commencent à trouver qu'ils n'auront plus de matière ou d'essence. Parce que si on parle de problèmes de gouvernance, de leadership, du social des Congolais, de crise politique, c'est bon bien d'en parler. Mais à la base, il faut d'abord que le pays soit sécurisé. Il faut d'abord que le peuple soit réunifié, que le pays soit réunifié. Qu'on ne parle plus des Congolais du sud, de l'est, du nord et de l'ouest, qu'on parle d'un Congo uni. Donc certains opposants commencent à poser leurs conditions. Que Tshisekedi nous ramène à la table de négociation un Congo uni, un Congo indivisible, un Congo qui totalise les 2 345 000 15 km². C'est ça le problème aujourd'hui. C'est-à-dire que le dialogue tant demandé, tant attendu, risque de ne plus être opportun aujourd'hui. Peut-être si, et seulement si, la F-123 y prenait part. Parce qu'au moins là, tous les autres opposants peuvent tendre la main à la F-123, réunifions le pays, acceptons que Tshisekedi parte, peut-être une transition ensemble, mais réunifions le pays sans Tshisekedi. Là, ça peut marcher. Mais un dialogue entre Tshisekedi et certains opposants sans les acteurs clés dans le conflit aujourd'hui qui sont la F-123, ça n'aura pas de sens. Mais bon, comme il a réuni certains ministres en conseil des ministres jeudi, notamment le ministre de la Défense. Le conseil restreint. Ouais, Guy Kabombo, il y avait Patrick Mouyaya, le ministre de la Justice, pour que chacun prenne ses responsabilités et mesure l'ampleur de la chose. Mais je pense que c'est toujours en retard qu'il réagit. C'est toujours en retard. Il fallait qu'il ouvre à temps pour que cela se passe. Et qu'est-ce qui va se passer? Moi, ce que j'ai craint et ce que j'ai redoute, c'est de lancer des offensives à Uvira. Parce que déjà, Willy Michik, il est de l'Union sacrée. Il a dit, j'ai même mes immunités parlementaires en jeu. Voilà. Il a lancé, je ne sais pas à qui il a lancé le défi. Il parle de 3 semaines. Si dans 3 semaines, Uvira n'est pas repris, mais c'est imprudent. Il ne sera plus député. Mais c'est imprudent de la part du gouvernement d'attaquer Uvira alors que c'est habité. C'est ce que je dis. Bon, si ce conseil-là a été peut-être organisé pour cela, je décourage le gouvernement dans une telle initiative. Aujourd'hui, nous avons toutes les évidences pour dire que Kinshasa ne va pas gagner cette guerre par les armes. Nous avons toutes les évidences. Blaise, c'est depuis 2021, c'est depuis fin 2021 que cette guerre a commencé. Et chaque jour qui passe, il y a une nouvelle avancée de la F-123. Ni les bombardements, ni les drones n'ont pas permis au FARDC de gagner même un seul village. On a toujours dit ici sur ce plateau, on ne comprend rien du tout. Pourquoi bombarder? Pourquoi encore relancer des hostilités à Uvira? Ce qu'il y a à faire, peut-être Blaise, c'est à Doha d'insister sur le seul fait peut-être pour que la tout s'arrête d'abord à Uvira. Le temps de dialoguer encore, parce que si Doha n'est pas relancé, la F-123 va avancer. Makobola va aussi tomber, Mboko va tomber jusqu'à Baraka et peut-être jusqu'à Kalemi. Parce qu'on est en alerte maximale. On est dans une situation d'alerte où chaque camp veut se rassurer.
chaque camp veut se sécuriser. Mhm. Et prendre Uvira pour l'F-123, c'est pas ça l'objectif. L'objectif, c'est d'avancer pour sécuriser Uvira. Parce qu'aussi longtemps que l'F-123 reste à Uvira, Uvira n'est pas sécurisé. Très bien. Mais quand il y aura 2, 3, 4 autres villages qui vont tomber là, maintenant, Uvira peut être sécurisé. Pour dire que Tshisekedi doit accélérer la voie diplomatique, accepter Le dialogue aussi, mais tant qu'il sera encore temps. Parce qu'actuellement, certains opposants commencent à s'y opposer. Et je pense que plus le temps va avancer, plus il va se retrouver dans une situation très défavorable et risque de partir par la petite porte. Très bien, merci beaucoup. Fin de cette rétrospective de la semaine. La semaine a été une semaine agitée en tout cas, beaucoup d'informations, un développement important de l'actualité et on va continuer à suivre avec vous. Bienvenue dans la nouvelle semaine. Merci de choisir Kivu Morning Post. À très bientôt.